première étape de cet événement, nous allons revenir sur le cycle des 7 rencontres que la Fédération française du bâtiment Île-de-France-Est et l'Académie de Créteil ont co-organisées dans le cadre de ce campus entre les dirigeants des entreprises du bâtiment et les enseignants et chefs d'établissement de formation initiale de chaque filière. Ces rencontres ont eu lieu entre le 2 et le 18 février et ont concerné la filière bois, la filière maçonnerie, la filière plomberie, chauffage, couverture, la filière électricité, la filière aménagement, finition, isolation, la filière métallerie et la filière menuiserie aluminium. Pour chaque rencontre, un expert national de chaque filière est venu présenter les évolutions des marchés et les compétences associées. Ces rencontres ont été l'occasion d'avoir des échanges directs entre les enseignants et les entreprises et d'identifier des pistes d'action collaboratives pour la formation. Je vous propose de visionner maintenant la vidéo de restitution de ces rencontres. Vous dire que, bien sûr, la construction connaît des mutations de fond, mais on peut noter que c'est particulièrement important puisque ça concerne quand même 1,5 million de salariés en France. La réunion d'aujourd'hui, nous sommes dans des métiers en pleine mutation. Il y a beaucoup d'enjeux au niveau de la transition écologique et numérique dans notre secteur. Et donc, il est important d'avoir une collaboration fructueuse entre les différents acteurs impliqués dans la filière bâtiment durable. Alors, le but de ces réunions, c'est de créer un lien fort opérationnel entre les entreprises et le monde de la formation, dans un objectif d'évolution des formations, d'insertion des jeunes et puis de parfaite adéquation entre les besoins des entreprises et ce qui est demandé sur nos chantiers pour mettre en œuvre tous les nouveaux ouvrages et toute l'évolution qui suit. Nous râlons les uns et les autres à longueur d'année en disant les jeunes qu'on reçoit, soit en embauche, soit en apprentissage, ça va pas, c'est pas ce qu'on veut, etc. Il y a 2 façons de réagir par rapport à ça, continuer à râler ou essayer d'agir. Et je remercie particulièrement la Fédé de nous permettre d'avoir une occasion d'agir. Voilà. Car au BTP 117, on ne veut pas faire les choses seuls. On ne sait les faire, je dirais même qu'en partenariat. Le sujet de la formation est de plus, par nature, une action qui se mène en commun. Il n'y a pas de formation, mais il y a de la co-formation entre les enseignants, les établissements de formation et les entreprises. La nouveauté, si je puis dire, c'est que pour faire des progrès aujourd'hui, il ne suffit pas de le décider à la tête des organisations. Il faut que les gens de terrain, ceux qui font véritablement les choses, c'est-à-dire là aujourd'hui, en l'occurrence, les enseignants, les entrepreneurs, les artisans se rencontrent. C'est toute l'ambition de l'organisation qui est proposée aujourd'hui. Ce sont d'ailleurs 7 rencontres qui associeront 7 familles de métiers de la construction qui vont s'organiser tout au long de ce mois de février. La nôtre aujourd'hui est celle qui lance ce mouvement. Le but, c'est qu'elle permette d'instaurer des liens opérationnels forts entre les entreprises et le monde de la formation pour faire évoluer les formations et améliorer toujours l'insertion des jeunes. Ce campus n'est pas une simple signature entre différentes parties dont les ambitions auraient, comme parfois malheureusement ça peut être le cas, se délitent avec le temps, mais au contraire nous sommes tous embarqués dans un projet collectif qui ne fait que s'amplifier et se structurer et qui nous amène d'ailleurs les uns et les autres à bousculer un peu nos propres organisations pour trouver davantage de souplesse, d'agilité, les clés pour avancer sur des solutions concrètes, très pragmatiques, qui rendent service à tous, tant les organismes de formation, que ce soit les EPLE, les CFA, mais aussi les entreprises, les branches, les rectorats, le conseil régional et tous nos partenaires.
Donc nous avons chacun nos propres enjeux, nos propres difficultés, nos propres politiques également à mener, à mettre en œuvre. Et le campus nous a permis de se fixer des objectifs qui sont conjoints, clairs et ambitieux. Donc renforcer les liens qui nous animent dans le continuum orientation, formation, emploi, travailler l'attractivité de ces métiers, développer des projets communs, développer des partenariats de territoire, de proximité, enrichir nos réflexions quant aux propositions d'évolution de la carte de formation, enrichir et actualiser nos pratiques également en classe. Autant de sujets qui justifient l'importance de se parler des métiers, de leurs enjeux, de leurs actualités et de leurs perspectives. On est aujourd'hui dans l'alliance du digital et de l'électricité, on est porté vers le numérique, on est au cœur de la transition énergétique, on est au cœur de la transition numérique, de la transition démographique avec tout le volet Silver Economy. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que tous les projets sont composés d'électricité, numérique, de compteurs communicants, d'énergie renouvelable avec la décarbonation. Et donc, on passe à l'ère un petit peu de l'intelligence et de la gestion intelligente de l'énergie. Aujourd'hui, tout ce qui est énergie fossile, globalement, est sorti de ce dispositif. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus construire de bâtiments avec des systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude qui seraient faits à partir de gaz fossile. Et j'insiste sur le mot gaz fossile, puisque il faut savoir que nous avons également ce qu'on appelle du biogaz, de la méthanisation, où là, les discussions sont toujours en cours avec les pouvoirs publics pour pouvoir insérer une partie de gaz dans les constructions, aussi bien en maison individuelle qu'en collectif neuf. Voilà. Par contre, il est vrai que ça va changer énormément la donne au niveau des bâtiments, puisqu'il va falloir former de nombreux personnels, alors quand je parle de personnel, c'est aussi bien ceux qui sont actuellement dans les entreprises, mais aussi ceux à venir. C'est effectivement toutes ces nouvelles réglementations sont bien présentes dans les formations et sont à prendre en compte. Quel que soit le métier, qui sont pour les peintres, qui sont pour les plâtriers, on doit être capable de réaliser et surtout d'être conscient de tout l'enjeu écologique qu'il y a derrière et de former les jeunes, et surtout, ça va jusqu'au nettoyage. Et quand on voit jusqu'au nettoyage, pour les plâtriers, on sait qu'il y a des systèmes qui ont été mis en place, alors des systèmes qui sont innovants, qui coûtent un peu d'argent, qui est capable de faire du zéro rejet. Et là, on est aussi dans cette partie que l'on doit aborder avec tous les apprenants qu'on aura en charge. Faut aussi faire attention à ce que les jeunes qui sont en formation soient aussi bien formés à pourquoi en fait on utilise tel et tel nouveau matériau sur un projet de chantier ou de construction ou de rénovation et finalement pourquoi choisir tel matériau et pas un autre au regard du bâtiment existant ou à construire, au regard aussi des questions assurantielles. Et il est important du coup que les jeunes aient aussi conscience de ça quand ils se forment et qu'ils soient bien informés de ça. Et puis aussi de plus en plus, parce qu'on est quand même sur des entreprises plutôt de taille artisanale, généralement, il y a aussi une évolution du métier aussi sur le conseil, sur tel ou tel matériau à utiliser ou pas, ou en tout cas qu'ils puissent répondre aux questions de leurs clients. Il y a toute la notion aussi d'aide à la rénovation énergétique qu'il est important, à mon sens, d'intégrer dans les dispositifs de formation, et notamment, alors peut-être au niveau Bac Pro et peut-être BTS, parce que on est là sur une filière vraiment impactée, alors, particulièrement sur la partie donc isolation, que ce soit intérieur ou extérieur. Et là, en fait, il y a toute une batterie d'aide à la rénovation énergétique qu'il serait bon, en tout cas, de donner à voir aux jeunes, au moins, en fait, leur donner les lieux où ils peuvent s'informer et en tout cas la théorie ou la culture générale liée à ces dispositifs d'aide à la rénovation énergétique. Il y a les compétences qui sont pénuriques et puis il y a les compétences émergentes. Par exemple, les compétences émergentes, c'est comme le BIM, des compétences stratégiques mais qui sont non pénuriques, c'est-à-dire que
on en a besoin. Elles sont nécessaires dans l'entreprise, mais on sait les trouver sur le marché du travail. Ce qui est délicat, c'est quand on a des compétences qui sont stratégiques et qui sont pénuriques. C'est-à-dire que là, vous en avez besoin, puis il n'y en a pas. Vous en avez entendu parler, je vais y revenir rapidement. On commence à voir apparaître plein de matériaux nouveaux qui intègrent du bois et des matériaux biosourcés. Vous allez voir aussi qu'il va falloir qu'on se pose la question. Alors l'intérêt de pouvoir se projeter à 2031, c'est d'avoir le temps de se poser ces questions-là également. Mais vous allez voir qu'on va avoir des impacts nets également en termes de mode de mise en œuvre. Et puis, vous allez voir aussi que on voit arriver évidemment beaucoup plus de systèmes préfabriqués que ce qu'on a pu voir par le passé. Le confort thermique des bâtiments soit maintenant pris en compte dans la RE 2020 et de plus en plus important, là aussi malheureusement lié au dérèglement climatique, aux vagues de chaleur de plus en plus fortes et fréquentes, ça implique directement des évolutions de marché sur ce secteur-là. Les évolutions des métiers de la métallerie sont directement liées à tout ce qui est énergétique, environnementale et domotique et automatisation. S'il y a des 3 choses à retenir, c'est vraiment ça. Qui est aussi intégré, où on intègre la numérisation et la digitalisation finalement dès la conception. C'est-à-dire que aujourd'hui, le menuisier aluminium ou la personne qui rentre dans la filière a aujourd'hui des outils qui sont plus aussi, on va presque dire artisanal que le geste peut induire. On est vraiment avec des applications, que ce soit sur smartphone ou sur tablette, où le professionnel peut directement se déplacer chez le client, lancer son application, faire une simulation en temps réel, pouvoir montrer à son client, voilà, vous voulez une fenêtre, on peut la changer, on peut mettre différents coloris, ça se fait d'un claquement de doigts, ce qui donne aussi une autre dimension au métier. Eh bien, juste pour dire un grand merci à chacun d'entre vous. Merci Monsieur Moreau, merci Séverine, merci à tous pour ces échanges, encore une fois, passionnants autour de nos métiers et des formations qui y conduisent. Voilà, nous allons maintenant continuer avec notre première table ronde de l'après-midi, dont le thème est transition numérique et écologique, quel impact sur les emplois, les compétences et les métiers. Alors pour échanger autour de cette table, nous avons Monsieur Pascal Forestier, délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue de l'Académie de Créteil, adjoint à la déléguée de région académique à la formation professionnelle initiale et continue. Nous avons M. Franck Lenuellec, directeur développement et innovation de 3CA BTP, Mme Brigitte Kaplan, adjointe du secrétaire général de Constructis Île-de-France, et Mme Béatrice Pardini, directrice opérationnelle de l'OREF Défi Métier. Monsieur Forestier, je vais commencer par vous. Je suis prêt. Comment la transition numérique et écologique impacte-t-elle la formation professionnelle initiale et continue ? Alors, je vais en réponse vous poser une autre question. Pourquoi ne l'impacterait-elle pas et comment ne pourrait-elle pas l'impacter en fait ? C'est-à-dire qu'il faut revenir au fondement de notre appareil de formation. Hein. À quoi sert l'école ? À quoi sert la formation ? Eh bien, évidemment que l'enjeu, c'est de permettre l'acquisition et le développement des compétences qui vont permettre aux individus, aux personnes, eh bien, de pouvoir évoluer tout au long de leur vie, quelles que soient les sphères dans lesquelles ils évolueront. Et avec un enjeu extrêmement fort qui est celui de la formation tout au long de la vie. Que notre objectif, c'est bien donc l'acquisition des compétences qui vont permettre notamment de pouvoir s'insérer, de pouvoir évoluer dans son parcours professionnel, de pouvoir changer de voie aussi, de pouvoir rebondir, de pouvoir en tout cas à chaque étape mobiliser tout ce que l'expérience a permis d'apprendre. Dans ce cadre-là, donc, nous avons
donc la formation professionnelle initiale, qui inclut la voie scolaire et l'apprentissage, et la formation continue, avec 2 grands textes cadres, qui sont à la fois la loi Avenir, la loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et la transformation de la voie professionnelle, qui, depuis la rentrée 2019, est en place donc, et qui réforme finalement la formation pour notamment les CAP et les bacs pro. Et les points communs de ces 2 textes cadres sont vraiment à la fois, bien sûr, la promotion de l'apprentissage, et cela a été cité tout à l'heure, comme une modalité de formation qui est une modalité pertinente, la question de la sécurisation des parcours, la question de la personnalisation des parcours, et notamment grâce au découpage finalement de toutes les certifications en bloc de compétences qui permet ce découpage, d'envisager aussi des parcours mixtes, hybridés, combinés, etc. À visée d'insertion. Et à ce titre, ce qui va nous intéresser, et là, notamment pour la formation professionnelle, c'est une démarche pour l'initiale scolaire, par exemple, c'est une démarche conjointe État-région. C'est bien d'envisager aujourd'hui la capacité des formations que nous dispensons à permettre donc aux apprenants de s'insérer dans les meilleures conditions et de pouvoir évoluer après, de s'insérer alors soit directement après un diplôme bac pro par exemple CAP, BTS, mention complémentaire, mais au-delà, de poursuivre évidemment leurs études s'ils le souhaitent, pouvoir se réorienter, etc. Et dans ce cadre-là, il est évident que nous ne pouvons pas, dans les métiers de la construction, envisager que les formations que nous dispensons ne tiennent pas compte des transitions numériques et écologiques. Parce que nous aurions un système sinon qui serait en écart total avec les besoins en emploi et en compétences, avec les évolutions des métiers, et dans une temporalité qui n'est pas la même. Si on considère la formation initiale, où on est sur un temps plus long, à la fois parce que quand un projet, par exemple, d'ouverture, par exemple, d'une formation, entre le moment où ce projet est formalisé et le moment où les apprenants sortiront diplômés, il va peut-être se passer 3-4 années, 3-4-5 années. Ce qui est en formation continue, là, un besoin de répondre, je dirais, plus immédiatement aux besoins des entreprises, aux besoins d'emploi, aux besoins des demandeurs d'emploi et de la formation des individuels et des salariés d'entreprise. Par conséquent, donc, l'impact pour nous de la transition numérique et écologique va à la fois donc, en initiale nous conduire à interroger les référentiels de formation, avec l'introduction, par exemple, le BIM. Je ne vais pas développer ce qu'est le BIM, je pense qu'il y a ici de plus grands connaisseurs que moi. Le BIM est aujourd'hui dans le cœur des référentiels de formation des CAP, des bacs pro, des BTS. Voilà, comme vraiment, finalement, un process qui va permettre d'appréhender l'ensemble des dimensions de la construction et qui va être, que les apprenants vont retrouver ensuite en entreprise ou en formation ultérieurement. Donc on a cette évolution donc des référentiels. Nous avons évidemment l'évolution donc des techniques, à la fois des méthodes d'apprentissage qui incluent les ressources du numérique, à la fois bien sûr les modalités apprenantes d'aujourd'hui que nous développons donc dans l'éducation nationale et en dehors de l'éducation nationale, avec la réalité augmentée, la réalité virtuelle, avec de la formation à distance également, etc. Mais en intégrant par ailleurs des transformations numériques des métiers eux-mêmes dans, je dirais, l'acquisition des compétences professionnelles. Cet impact va aussi se traduire concrètement par la contextualisation ou la coloration de certains diplômes en fonction donc des besoins, des besoins du territoire ou des besoins économiques, etc. Et je donnerai un exemple après, mais je sais que vous êtes attentive au temps qui passe. Ne vous inquiétez pas. Très bien. Je vous le dirai. Voilà. Donc nous sommes dans cette capacité-là. Et en formation continue, évidemment, l'enjeu pour nous, c'est d'être vraiment dans cette
très grande réactivité, monsieur le recteur, vous l'avez dit, dans cette très grande réactivité, dans cette agilité qui va permettre dans les réponses aux besoins, aux appels d'offres, eh bien, d'être très, très en lien avec les besoins liés à la transition, notamment à la transformation donc, des métiers liés aux transitions numériques et écologiques. Ce qui signifie que l'enjeu pour nous, pour nos appareils de formation, c'est évidemment d'être dans cette capacité, d'être très en veille et d'être dans une analyse constante des évolutions, des besoins en compétences et en emploi, mais aussi des évolutions des métiers, des technologies, des techniques liées notamment aux transitions numériques et écologiques. Le campus transition numérique et écologique de la construction, à ce titre, est un outil assez remarquable puisqu'il permet justement de faire travailler ensemble l'ensemble des composantes finalement de la filière, qu'il permet donc l'actualisation constante des besoins de formation, d'identifier aussi les besoins là où il faut consolider ou construire des parcours, là où il faut créer des formations, là où il faut renforcer l'attractivité de certaines formations parce qu'il y a un enjeu extrêmement fort d'abord de lever les représentations que l'on peut avoir sur les métiers de la construction en faisant connaître à la fois les évolutions, les opportunités et puis aussi la très grande richesse en fait de ces métiers, des parcours et des situations, mais c'est aussi un espace où on va concrètement mettre en œuvre les synergies qui vont permettre de valoriser l'ensemble des temps de formation. Donc, pour donner des exemples plus concrets sur en quoi ça impacte cette transition numérique et écologique. Alors, j'avais préparé des notes, mais merci beaucoup. Juste les exemples. Allez-y, mais allez-y, vous inquiétez pas. Vous avez encore 1 minute. Bon, je prie mes camarades de m'excuser si je dépasse un peu. Donc, par exemple, nous avons une formation complémentaire d'initiative locale au lycée Benjamin Franklin à La Rochette, qui est intitulée, alors là je prends mes notes, FCIL, donc encadrement des travaux biosourcés numériques, qui est vraiment pour le coup qui répond à un besoin en lien avec les entreprises du territoire, donc du domaine. Nous avons là dernièrement une équipe, d'ailleurs des représentants de l'Académie de Créteil, mais pas seulement, aussi avec les compagnons, donc un groupe qui est parti au Sénégal voir ce qui se faisait donc c'était dans le cadre d'un projet Erasmus+, formation professionnelle, donc un projet sur la terre crue et la production en terre crue. Donc on est bien là encore dans cette réflexion sur le développement durable, sur les matériaux, etc. Et puis, évidemment, que ce qui va nous intéresser, c'est aussi parce que pour les temps longs, dans le cadre du temps long de la formation professionnelle initiale, notamment scolaire, évidemment que, par exemple, dans un lycée, on ne pourra pas proposer l'ensemble des spécificités de chaque métier ou de chaque environnement de travail. Ce qui signifie que nous sommes bien en lien avec les entreprises, et ça, c'est une volonté extrêmement forte de l'État. Nous sommes bien dans un lien extrêmement fort pour la formation professionnelle avec les entreprises, puisque c'est dans le cadre notamment des périodes de formation au milieu professionnel, dans le cadre du temps en entreprise pour les apprentis ou des stages pour les BTS ou pour les stagiaires de la formation continue, que concrètement, les apprenants vont découvrir la réalité de situations de travail dans lesquelles les métiers vont se contextualiser. Et donc, concrètement, pour nous, un enjeu extrêmement fort pour la transition écologique et numérique, c'est que l'on puisse vraiment construire et accompagner les apprenants dans des situations de formation en entreprise et avec les entreprises, qui vont permettre d'appréhender non seulement les enjeux qui sont au cœur de la réflexion aujourd'hui, mais également qui vont permettre l'acquisition, le développement des compétences que les apprenants auront à mettre en œuvre de toute manière dans l'évolution des métiers jusqu'en 2030 et au-delà. Voilà, merci. Merci beaucoup. Monsieur Le Nuellec. Oui, bonjour. Bonjour. Quelles observations faites-vous au 3CA BTP de l'impact de la transition numérique et écologique sur les métiers et les compétences, donc de votre point de vue? Donc oui, il manque une dimension, c'est la dimension sociétale, la dimension d'usage. Parce qu'on est tous d'accord que le numérique, pour le numérique, ça ne sert à rien. On l'a vu avec le BIM, je vais être volontairement provocateur. Le BIM, sans la notion d'usage, sans la notion de collaboratif, de méthode de travail, de mode de travail, ça ne fonctionne pas. La semaine dernière, on était encore au BIM World et on l'a bien vu. Il y a un autre élément, c'est la transition écologique, c'est bien. Donc je fais la traduction, transition écologique, rénovation énergétique, c'est très bien.
Par contre, si on ne tient pas compte du bien-être et de l'usage final de la rénovation énergétique, ça ne fonctionnera pas. Donc il y a une dimension, je reviens sur cette dimension sociétale, et cette dimension d'usage des nouvelles générations. Aujourd'hui, 82% des 100 000 apprentis qui sont dans les métiers du BTP aujourd'hui pensent que c'est à leur génération de porter l'innovation. Donc ils votent et pour 60% d'entre eux, ils pensent que c'est, on va dire, ils sont dans une quête de sens. Ils veulent donner du sens. Quand on parle d'attractivité des métiers du BTP, on est avant tout dans une notion de sens. Je m'engage, et là je parle aux jeunes que vous êtes dans la salle, c'est votre génération a conscience de l'impact des enjeux écologiques. On est tous d'accord que 2030, c'est demain, 2050, c'est juste après-demain, et que, comme disait le rapport du GIEC, dans 3 ans, il sera trop tard pour agir. Donc la notion d'usage est déterminante dans la transformation numérique, dans la transition écologique. Maintenant, qu'est-ce que ça implique, la transition écologique? Ça implique une notion de vision systémique. On ne peut plus fonctionner de manière cloisonnée. Nous devons travailler sur l'interopérabilité, et ça apporte ça. L'interopérabilité entre les différents métiers, et le numérique est là pour fluidifier. La transition numérique permet de fluidifier. C'est bien la transition digitale au service des pratiques, au service des usages. Et on voit bien que la première brique pour l'artisan, pour 98% des entreprises du BTP en France, c'est ça. Et donc aujourd'hui, l'artisan, on a beau dire que la transition numérique, c'est encore un chantier énorme, mais tous les artisans de France et de Navarre sont déjà connectés. Il faut juste trouver le bon moyen d'adapter l'outil numérique aux usages. Et donc, on est bien d'accord que la transition numérique, transition écologique, pour moi, ça ne fait qu'un. Il y a un accélérateur. Le numérique doit être un accélérateur de la transition écologique. Et donc, on voit bien que quand on parle de rénovation, on voit bien, nous avons un partenariat avec l'ADEME pour générer près de 150 000 primo-entrants, rien que sur le champ de la rénovation énergétique, parce qu'on a besoin de ces primo-entrants. Et donc, on voit bien que la vision systémique est un élément important de cette transition écologique. C'est un élément important. Pourquoi? Parce qu'on voit que ça touche tous les champs, de la conception jusqu'à la construction, la production et la déconstruction. Un démolisseur devient un déconstructeur. Donc on voit bien que, comme pour le BIM, on doit passer du BIM de conception au BIM d'usage. On va parler plus du jumeau numérique, on va parler des objets connectés. Donc on voit bien que finalement, il ne faut pas forcément faire la dichotomie entre la transition numérique et la transition écologique, mais vraiment les lier très fortement et les lier à cette troisième dimension qui est l'usage. Et pour moi, il y a un autre élément qui est important aujourd'hui et qui est, on va dire, important et indispensable. Moi, je parle en tant que Quadra. Je parle de, on va dire, de ce décloisonnement, de ce mode transversal, de ce mode collaboratif. C'est une notion que j'ai apprise, je ne l'ai pas apprise à l'école, je l'ai apprise au fil du temps. Mais par contre, on voit bien que c'est clairement dans l'ADN des jeunes générations. Donc il est important aujourd'hui de les écouter, d'en faire de véritables ambassadeurs de cette transition écologique et de faire en sorte qu'ils soient vecteurs. Alors on parle de reverse mentoring, et c'est ça. Pour moi, dans les métiers, dans les compétences, c'est que d'être en capacité d'écouter ces jeunes générations, de nous laisser imprégner de leur nouvelle façon de travailler, de leur nouvelle vision, et de faire en sorte que l'on puisse arriver à terme à arriver vers de nouveaux métiers. Et là, notamment par rapport au titre pro que l'on peut impulser au sein du 3CA BTP. Alors, je pense notamment à un projet qui est en train de sortir de terre, Mayada, en Occitanie. Donc Mayada qui est avec le campus des métiers d'Occitanie sur les transitions numériques et les métiers du bâtiment, il y a le titre pro de chef d'équipe construction durable. Donc ça, c'est un élément qui est en train d'être monté de toutes pièces. On voit bien aussi qu'avec BTP CFA Île-de-France, et notamment avec le démonstrateur biosourcé, on est en train de travailler sur l'économie circulaire. Donc il y a des expérimentations qui sont en train d'être menées pour faire en sorte de rajouter des briques, des modules d'économie circulaire dans les parcours de compétences. Alors, pour être un peu technique, sur les 7 à 8% de variables d'ajustement que l'on peut avoir dans un parcours de formation, ça permet d'intégrer cette dimension-là et de compléter le dispositif de formation. Et là, j'arrive à moins 3 minutes. Non, écoutez, je ne vous ai pas stressé à ce point-là sur le ton, quand même, rassurez-moi. Et donc, alors, par rapport à ce sujet-là, donc oui, ça impacte fortement.
ça impacte fortement les métiers, les compétences. Il n'y a pas de grande révolution des métiers. On n'est pas en train de se dire que l'ensemble des métiers qui existaient jusqu'à présent n'existeront plus demain. J'avais pour coutume d'entendre il y a encore quelques temps, 60% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Je pense qu'on n'est pas là. On parle de compétences et on parle surtout, il y a un élément qui revient fortement, ce sont les soft skills. Les soft skills, aujourd'hui, eh bien, c'est ce qui permet de faire la différence entre des jeunes qui ont toutes, on va dire, des expertises un peu similaires, mais qui n'ont pas forcément les mêmes appétences, qui n'ont pas forcément la même capacité d'appréhender un chantier dans sa globalité. Donc, pour moi, si on doit parler d'impact de la transition numérique, de la transition écologique sur les métiers et les compétences, eh bien, c'est bien évidemment de travailler fortement sur l'évolution des techniques. La maîtrise du digital est un élément important, avec le BIM Manager notamment aussi. Hein. Donc, c'est être en capacité eh bien, d'accompagner l'évolution, que ce soit en formation initiale ou en formation continue, sur l'usage du numérique à destination des métiers, et pas forcément au niveau de l'administration, des aspects administratifs. Au niveau des compétences, eh bien, c'est d'être en capacité de travailler avec les matériaux biosourcés, de travailler sur leur réemploi, parce qu'on voit bien aujourd'hui, et ça c'est encore un élément économique majeur, c'est les matériaux augmentent, le prix des matériaux explose. Ben, travaillons avec les matériaux réemployés, avec des matériaux recyclés. C'est un élément important. Et en plus, nous sommes sur du local. Donc, travaillons avec du local pour faire baisser aussi les coûts des matières premières. Et ensuite, eh bien, le troisième élément, eh bien, c'est de travailler sur les usages, la réversibilité des bâtiments. On parle de plus en plus eh bien, de chronotopie. Donc, travailler sur ces sujets-là. Et on vous voit nous bien expliquer, excusez-moi, juste un arrêt, la chronotopie, exactement. Alors, la chronotopie, c'est le croisement entre le temps et le lieu. C'est de faire en sorte eh bien, de multiplier les usages d'un seul et même lieu en fonction des heures de la journée. Donc on voit bien, une école, par exemple, est utilisée de matin 8h jusqu'au soir 18h. En revanche, le reste du temps, elle n'est pas utilisée. Donc c'est de travailler sur ce sujet-là. Et donc la réversibilité des usages, eh bien, un autre élément, j'étais avec la fondation de John Bost l'autre jour, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une personne de 60 ans a 3 générations à gérer. Mais il faut que le bâtiment s'adapte. Et donc c'est aussi ça. C'est notre système, les impacts de la transition numérique et écologique, eh bien, doivent s'adapter aussi aux usages et aux comportements de demain. Bien, merci, Monsieur Le Nuellec. Merci pour votre intervention. Madame Kaplan. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous dire comment Constructis, OPCO de la construction, travaille au développement des compétences et de l'emploi pour répondre aux enjeux de la transition écologique et numérique? Alors, Constructis Île-de-France est engagé depuis 2013 sur une démarche partenariale forte avec l'ensemble des organisations professionnelles du secteur et bénéficie d'un soutien important financier de la part de l'État donc, et du FSE, notamment donc, la DRIAT Île-de-France. Cette démarche partenariale vise 3 objectifs. Anticiper l'impact sur les compétences et l'emploi des mutations du territoire. Donc, parmi ces mutations, on a effectivement la transition numérique et la transition énergétique. Construire des dispositifs opérationnels au bénéfice des entreprises du secteur. Et ça, c'est assez nouveau, créer des outils pour apporter une réponse coordonnée aux enjeux de l'emploi. Cet enjeu emploi en Île-de-France, il est monumental, hein, puisque dans le cadre du contrat d'études prospectives que nous avons réalisé à la demande des branches en 2013 et qui a été actualisé en 2018, à l'horizon 2024, le BTP aura besoin de recruter 68 000 emplois. Et du coup, je vais prendre 2 exemples pour illustrer en quoi 68 000 emplois à l'horizon 2024, ça ne veut rien dire. Et d'où le travail de Constructis avec les branches, de remettre les choses à une maille opérationnelle. Nous avons décidé depuis 2 ans d'engager une GPEC territoriale en Île-de-France, qui se traduit aujourd'hui par la création d'un outil quantitatif qui va permettre aux entreprises et aux prescripteurs
de visualiser à 3 et 6 mois les besoins en emploi sur les métiers en tension par territoire. En consultant cet outil qui va être mis en ligne, je l'espère, courant mai 2022, une entreprise, un prescripteur pourra visualiser que dans le 77, on aura besoin de 10 maçons à l'horizon du mois de septembre. Cette GPEC, alors plusieurs autres objectifs, plusieurs autres finalités à cette GPEC territoriale. Cet outil permettra également de visualiser la cartographie de l'offre de formation initiale et continue permettant d'accéder à ces emplois, permettant de répondre à ces emplois. Donc ça, c'est sur la partie quanti. L'autre outil opérationnel, c'est qu'on s'est rendu compte que pour un prescripteur, c'est bien de savoir qu'on va avoir besoin de 16 maçons à l'horizon du mois de septembre. Mais c'est quoi le métier de maçon aujourd'hui ? Comment je peux en parler à un demandeur d'emploi pour lui donner envie d'aller dans ce métier ? Alors justement, les compétences en évolution du métier de maçon ou du métier de peintre peuvent être un facteur d'attractivité pour venir dans nos métiers. Parce qu'aujourd'hui, la problématique de l'emploi en Île-de-France ou ailleurs, c'est... alors, la transition numérique et la transition énergétique sont des compétences en évolution qui peuvent attirer un jeune ou un moins jeune. Mais encore faut-il leur donner à voir ces éléments. D'où le deuxième outil qui est en cours de création dans le cadre de l'EDEC, la création d'un outil qualitatif pour valoriser les métiers en tension du bâtiment et des travaux publics d'ailleurs, et permettre à des prescripteurs de donner à voir ces métiers, de donner à voir effectivement les compétences en évolution de ces métiers pour les attirer. Donc ça, c'est l'objectif de cet outil Quali. Et le deuxième objectif, c'est de construire, d'identifier les prérequis nécessaires pour accéder à ces métiers en tension et construire les parcours de préqualification qui vont bien. Il y a beaucoup de jeunes dans la salle, alors peut-être que moi je m'adresse à je m'adresse à vous, bien entendu, mais je m'adresse aussi à une population moins qualifiée que vous. Enfin, je ne connais pas au demeurant votre niveau de qualification, mais vraiment notre objectif à Constructis, en partenariat avec la branche, c'est pour répondre à ces besoins en emploi gigantesques, c'est aussi de donner à voir à des populations parfois éloignées de l'emploi l'intérêt de travailler dans les métiers du bâtiment. Et le numérique et la transition énergétique nous aident dans cette perspective. Donc là, voilà l'exemple que je voulais prendre aujourd'hui, donc des outils qui sont en cours de création pour répondre effectivement aux besoins en emploi. Et je prendrai bien également un autre exemple, celui du numérique. En 2016, Constructis National avait réalisé une étude sur l'impact dans le secteur de la transition numérique. Et c'était une étude macro qui, effectivement, parlait du BIM, parlait effectivement de plein de choses intéressantes, mais qui n'étaient pas, pareil, à une maille opérationnelle qui nous permettent, nous, de nous en saisir pour répondre et aider les entreprises, accompagner les entreprises dans leur transition. Donc nous avons réalisé, toujours en partenariat avec les organisations professionnelles du secteur, nous avons réalisé un cahier des charges pour sélectionner un prestataire. Aujourd'hui, on est sur un réseau de prestataires en capacité d'accompagner les entreprises dans l'intégration du numérique. Donc ça passe par deux temps. Un premier temps de diagnostic, où le cabinet conseil va pouvoir évaluer le niveau de maturité numérique de l'entreprise et des salariés. Et un deuxième temps, alors ce temps de diagnostic est généralement de 2 jours, et un temps d'accompagnement qui généralement peut durer de 6 à 8 jours, et qui va permettre vraiment de répondre de façon personnalisée aux besoins identifiés par le cabinet. Alors ça peut aller effectivement si la problématique de l'entreprise est de sécuriser ses données,
on va effectivement l'accompagner à mettre en place un dispositif de sécurisation de données. Si le propos de l'entreprise est de répondre à des appels d'offres et de numériser l'ensemble de ces processus opérationnels de la facturation, du devisage à la facturation, le cabinet va l'accompagner dans effectivement la numérisation de ces processus et également va intégrer une partie formation des collaborateurs. Si effectivement, lors du diagnostic, on a identifié que les collaborateurs de l'entreprise, pour réussir la transition numérique, avaient besoin de formation. Voilà, les deux exemples que je pouvais prendre pour vraiment, aujourd'hui, l'OPCO, en tous les cas en Île-de-France, grâce à son partenariat avec les organisations professionnelles et grâce au soutien institutionnel dont il bénéficie, a vraiment pour projet de créer des réponses opérationnelles aux besoins en emploi détectés et d'accompagner les entreprises et les salariés à l'intégration de ces transformations. Merci Madame Kaplan. Je vous en prie. Je me tourne maintenant vers Madame Pardini. Alors Madame Pardini, pouvez-vous dans un premier temps nous présenter Défi Métier? Oui, alors Défi Métier, c'est le CARIF OREF d'Île-de-France. Donc c'est Centre d'animation régional d'information sur la formation et OREF Observatoire régional emploi-formation. C'est des structures qui ont été créées dans les années 80 au moment de la décentralisation des politiques de formation pour créer un lieu d'aide à la décision qui pourrait faire le lien entre les politiques d'emploi qui restaient compétences de l'État et puis les politiques de formation qui étaient donc confiées nouvellement aux régions. Donc on peut dire qu'on a deux principales missions. L'information sur l'offre de formation. Donc pour cela, on gère une base de données qui s'appelle Dokelio Île-de-France, dans laquelle les organismes de formation professionnelle inscrivent leur offre de formation et qui permet ensuite d'alimenter les systèmes d'information des prescripteurs, donc Pôle emploi, Cap emploi, mission locale, pour ensuite donc positionner des demandeurs d'emploi sur des formations. Et l'autre mission, donc les missions OREF, c'est donc l'analyse de la relation emploi-formation. Et donc dans le cadre de cette mission, nous réalisons des études quantitatives et qualitatives sur l'emploi, l'insertion, l'orientation et les formations, mais de façon donc transversale, pas donc vous l'avez compris, sur la région et pas centrée sur un secteur d'activité, et donc transversale aux différents secteurs. D'accord. Et quel est l'état de diffusion des transitions numériques et écologiques dans les TPE-PME? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, donc il y a 3 ans à peu près, on a cherché justement à travers une analyse de documentaire, donc d'études faites déjà par d'autres, on a essayé de comprendre justement quel était l'impact des transitions numériques et écologiques, mais sur les TPE-PME principalement. Donc ce qu'on a pu voir à l'époque, c'est que la transition numérique était quand même déjà plutôt bien implantée dans les entreprises, qui avaient pu percevoir un peu quand même toutes les opportunités économiques que pouvaient apporter les technologies, de l'information, de la communication, toutes les technologies numériques. Par contre, c'était un petit peu moins le cas c'était un peu moins évident pour la transition écologique. Alors même que finalement, cette transition, elle était quand même le socle d'économies nouvelles qui se développaient sur l'économie circulaire et l'économie de la fonctionnalité, par exemple. Mais dans les entreprises, ce qui était sur des activités plus classiques, la transition écologique avait un peu plus de mal à se développer. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est que finalement, les facteurs qui impactaient sur la diffusion de ces transitions, que ce soit numériques ou écologiques, c'était déjà la taille de l'entreprise, donc d'où l'intérêt de s'intéresser donc à ces TPE-PME, c'était vraiment un facteur très important. Le secteur d'activité, l'ancienneté de l'entreprise aussi, et puis un autre élément très important, c'est le profil du dirigeant et sa volonté, puis sa capacité aussi à pouvoir emmener ses équipes vers ces transformations. Donc voilà, un rôle vraiment très important du dirigeant sur ces transitions. Ce qu'on a pu voir sur la transition écologique en particulier, c'est que donc il y avait un peu moins ce ressort économique que sur la transition numérique, mais par contre que les normes réglementaires étaient vraiment le facteur principal qui pouvait déclencher ce chemin vers la transition écologique. Et donc c'est vrai aussi pour le bâtiment évidemment. On voit avec les lois, ça a déjà été évoqué, mais des lois sur la transition énergétique de 2020 ou la loi AGEC sur le tri des déchets qui imposent justement des normes aux entreprises du bâtiment qui sont, même les très petites entreprises et les petites entreprises sont obligées
de se lancer. Un dernier point sur cet élément, ça a déjà été évoqué, c'est effectivement le lien entre la transition numérique et écologique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait mené ce questionnement de front en étudiant ces deux transitions en même temps. Et donc, il y avait effectivement un lien qui pouvait être un lien négatif qu'on voit assez nettement quand on parle voilà, des serveurs numériques qui sont très énergivores, etc. Donc là, on voit bien les effets négatifs que peuvent avoir cette transition numérique par rapport à la transition écologique. Mais effectivement, on retrouve aussi ce lien positif. Et on le voit de plus en plus, c'est vrai dans le bâtiment, donc on l'a dit par exemple avec le BIM, mais c'est vrai aussi dans l'industrie, voilà, avec tous les réseaux connectés, etc., pour l'eau, voilà. Donc on retrouve ce lien entre les deux assez fort dans d'autres secteurs aussi. D'accord, merci. Vous m'aviez parlé d'une étude spécifique que vous aviez réalisée sur les impacts justement de la transition écologique et énergétique sur un territoire en particulier, le territoire d'Orly. Quel constat avez-vous fait concernant les activités et les emplois lors de cette étude? Oui, donc c'est une étude qu'on termine tout juste, qui va être publiée, on l'espère, dans le courant du mois. Donc c'est l'EPT, donc l'établissement public territorial du Grand Orly-Seine-Bièvre, qui nous a commandé cette étude et qui a réalisé cette étude en partenariat avec nous et qui cherchait à comprendre quels étaient donc les impacts de la transition écologique et énergétique sur les emplois de son territoire et puis surtout comment accompagner les entreprises du territoire pour aller vers cette transition. Donc on a réduit le champ aux métiers, parce que c'est très large quand on parle des métiers, même si le territoire était petit, on a réduit le champ aux métiers verts. Donc les métiers verts, ce sont, j'imagine que vous le savez, mais bon, je précise au cas où. Comme on disait, on a beaucoup oui. de jeunes étudiants. De jeunes, voilà, ils savent peut-être jeunes pas lycéens. Ce sont les métiers verts et les métiers. Vous m'aviez parlé aussi de métiers verdissants. Tout à fait. Donc les métiers verts, c'est ceux qui ont une finalité. Donc c'est des définitions qui ont été mises en place par l'ONMEV. Donc c'est l'Observatoire national des emplois et des métiers de l'économie verte. Donc les métiers verts, c'est ceux qui ont une finalité environnementale, donc directe. Donc on va retrouver les métiers de l'énergie, de l'eau, des déchets, de la protection de la nature, voilà, principalement. Et puis les métiers verdissants, c'est des métiers donc, dont ce n'est pas la finalité directe, mais par contre qui sont très fortement impactés et qui doivent faire évoluer les activités et les compétences pour pouvoir aller vers une réduction des impacts environnementaux. Et on retrouve dans ces métiers-là les activités les plus polluantes, parce que c'est celles qui doivent le plus évoluer, donc les métiers de l'industrie, du transport et les métiers du bâtiment. Donc voilà, donc les métiers du bâtiment font partie des métiers verdissants. On les a donc étudiés dans cette étude, au même titre que certains métiers de l'industrie, et puis des métiers des espaces verts, des entretiens d'espaces verts. On ne s'est pas occupé du transport logistique, parce que c'est une spécificité du territoire d'Orly qui menait en parallèle une étude vraiment sur ce domaine-là. Voilà donc pour le champ de cette étude. On a réalisé des entretiens auprès des entreprises justement pour essayer de comprendre comment eux faisaient face à ces transitions, ces transformations et quels étaient les impacts. Ce qu'on a pu voir, c'est que finalement, je vais parler du bâtiment, ce que les entreprises, elles, ressentent et partagent quand on les interroge, c'est qu'elles considèrent que c'est surtout les métiers d'ingénieurs ou de conducteurs de travaux, de chefs de chantier qui sont les plus impactés dans leurs connaissances, gestes, devoir vraiment intégrer ces éléments-là. Que c'est un peu moins le cas sur les métiers d'ouvriers, qu'ils soient qualifiés ou non, parce que finalement, à part sur des choses très très précises comme la construction de bois, où là vraiment il y a des vraiment grands changements sur les gestes professionnels, mais sinon ça va être des transformations d'activités qui vont être moins profondes et qui vont pas forcément nécessiter de formation, ou alors des formations sur le tas, faites directement par les chefs de chantier ou par les fournisseurs de matériaux biosourcés, etc. Donc voilà, donc finalement pas trop d'impact en termes de gestes, en tout cas pas de besoin de formation décidée par les entreprises qui, en plus, on revient à la question des petites et moyennes entreprises qui ont des difficultés aussi de pouvoir envoyer leurs salariés en formation. Mais par contre, ce qui est évident, et ça a été déjà dit à plusieurs reprises, c'est que pour accompagner cette transition écologique, c'est bien de ces professionnels-là dont on a besoin, et c'est ces professionnels-là qu'il faut former. Et ça a été dit aussi, des formations certifiantes ont déjà intégré ces évolutions. Donc les nouveaux entrants dans ces entreprises, finalement, ont ces connaissances-là et les diffusent aussi au sein de l'entreprise.
Merci Madame Pardini. On peut juste rappeler que la filière du BTP a son propre OREF BTP qui produit tous les ans un tableau de bord des indicateurs emploi-formation dans le BTP en Île-de-France. Voilà, c'était une petite information. Bien voilà. Eh bien merci beaucoup en tout cas.